Parfait. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Christophe. Je suis chez Axie en tant que consultant depuis un peu plus d'un an maintenant. Et je me concentre sur les sujets autour de la moderne data stack. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer quelques ateliers sur Snowflake et DBT. Dans ce premier atelier, l'objectif, c'est de partager euh, un cas d'usage qu'on a réalisé chez nos clients qui s'appelle GetLink. Donc un cas d'usage autour de l'IA et particulièrement dans Snowflake. Alors pour introduire un peu le contexte, on a GetLink qui est en fait un groupe qui regroupe plusieurs entités. Pierrick, je vais peut-être te laisser introduire. Alors, moi, c'est un groupe que j'accompagne depuis maintenant un peu plus de 10 ans sur la transformation de leur plateforme data et la mise en place des nouveaux outils data que pourra vous présenter Christophe. En tout cas, juste en quelques mots, Getlink, finalement, alors, vous connaissez très certainement Eurotunnel, qui est l'exploitant du tunnel sous la Manche. Et finalement, Eurotunnel appartient à ce groupe Getlink. Et au travers de ce groupe-là, finalement, on a plusieurs entités qui vont faire du transport de marchandises ferroviaires sur les réseaux français et puis un peu européens désormais. On a une nouvelle entité, enfin une entité un peu plus jeune qui est Eleclink, a vu le jour il y a 4-5 ans maintenant. En fait, ils ont profité de l'infrastructure du tunnel pour y passer des sections de câbles à haute tension pour faire de l'échange d'énergie entre finalement l'Europe d'une part et puis le continent, enfin la Grande-Bretagne de l'autre côté. On a le CIFCO qui est un organisme de formation pour les conducteurs de train. Et puis le dernier en date, c'est une société qui date depuis un an, entre un an et 2 ans, disons. En fait, ils ont profité de leur expérience acquise au travers du Brexit finalement et de ce qu'ils avaient acquis sur le partage de formalités douanières, en tout cas l'inscription de ces formalités douanières auprès et l'échange d'informations entre les gouvernements français puis anglais. Et donc finalement aujourd'hui ils ont décidé de profiter de tout ça pour faire une entité spécifique pour aider tout transporteur qu'ils prennent ou pas le tunnel finalement, de pouvoir les aider à déclarer et faire l'échange de données concernant les formalités douanières. Donc voilà, finalement, ce groupe-là, il regroupe aujourd'hui 5 sociétés. Euh, Gardez en tête que finalement, c'est un groupe avec ses spécificités. Chaque société a ses spécificités, a son SI, et il y a un moment donné, il y avait une problématique de vouloir, pour avoir une vision groupe, finalement, croiser toutes ces informations-là, croiser tous ces SI différents, d'où finalement la mise en place d'une nouvelle plateforme data moderne, et puis finalement de nouveaux usages autour de tout ça pour toujours avoir essayé en tout cas de consolider un maximum d'éléments au niveau groupe qui est donc Getlink. Voilà, je te laisse continuer. Merci. Alors, donc l'idée, comme je vous le disais, c'est on a travaillé sur la mise en place d'un POC autour de l'IA. Donc, pour démarrer, on s'est focalisé sur un aspect métier bien spécifique. En l'occurrence, il s'agissait de la maintenance industrielle au niveau des infrastructures. Et donc, à ce titre-là, on travaille avec des responsables métiers et des membres évidemment de l'équipe data qui sont focalisés sur cet aspect-là. Et en l'occurrence, objectif de mettre à disposition un agent conversationnel pour pouvoir interroger ces données et disposer de toutes les informations nécessaires pour pouvoir répondre à des différentes questions sur ce sujet-là en particulier. En tout cas, dans un premier temps. Comment ça se concrétise finalement? Je vous propose de regarder ça tout de suite. En fait, ici, on est sur une interface qui est proposée directement dans Snowflake. Donc, vous avez une expérience qui s'appelle Snowflake Intelligence. C'est ce qu'on voit ici. Ça nous permet d'avoir accès à une plateforme finalement qui est très proche de ce qu'on peut utiliser quand on utilise un outil type ChatGPT. Sauf que ici, c'est vraiment un outil interne qui est totalement lié à Snowflake et qui permet de mettre à disposition des équipes métiers une plateforme sur laquelle ils peuvent interroger les données.
Donc là, par exemple, je pose une question. Le but, c'est de me donner le nombre de work orders préventifs qui sont encore ouverts à date. Donc c'est un sujet voilà, typique de notre cas d'étude. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous donner le raisonnement qu'on va retrouver après ici dans le détail, avant de nous donner une réponse bien structurée, qui est ici. Donc voilà, il me dit, bon, bah, il y a 239 work orders préventifs qui sont ouverts. Et on peut aller chercher les différentes étapes de ce raisonnement. Qu'aujourd'hui, en fin de compte, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière assez courante dans les expériences qu'on a maintenant avec les LLM. On sait retrouver le raisonnement qu'il y a derrière. Toutefois, là, on est en train de travailler sur les données de notre plateforme. Comment on en est arrivé là? Bah, c'est ce qu'on va voir dans la suite de la présentation. Donc, en partant de ce cahier des charges, quels sont les éléments clés qui vont nous permettre de structurer cette solution? On va s'appuyer donc dans les données qui sont, enfin sur les données pardon, qui sont stockées dans Snowflake. On va utiliser la plateforme Cortex, enfin les outils Cortex, donc qui sont en fait qui regroupent l'ensemble des outils IA de Snowflake. Ce cas d'usage en particulier va s'appuyer sur la notion de couche sémantique. On va pouvoir la détailler par la suite. Ça va être un des éléments centraux qui nous permet d'arriver à mettre en place cette plateforme. En termes de restitution, donc, on va utiliser Snowflake Intelligence. Ça a l'avantage de rester dans Snowflake et en même temps de dissocier de la plateforme qui est à destination des équipes data. Donc on n'a pas toute la lourdeur, entre guillemets, d'une plateforme data. Oui. On peut poser des questions. Bien sûr, bien sûr. Juste, je me demandais si le Snowflake Intelligence, là, en fait, est-ce qu'il utilise le même run et du coup, est-ce qu'on a un coût au run de l'utilisation de Snowflake Le run, Intelligence? vous dites? Oui. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, on paye à chaque requête. Oui, il y a un coût derrière, effectivement. Alors, j'anticipe un peu sur la suite, mais c'est pas grave. En fait, dans Snowflake, on sait monitorer les coûts d'une part, on sait aussi les limiter si on le souhaite, donc c'est-à-dire mettre des restrictions à partir d'une certaine consommation de crédit en fonction des activités. Et bien là, ce qui se passe, c'est que le modèle sémantique qui va alimenter notre interface de discussion, donc avec Snowflake Intelligence, on va pouvoir lui mettre des restrictions de sorte à se dire, en fait, je ne veux pas excéder tel coût en utilisant ma plateforme. Globalement, c'est ce qu'on va pouvoir faire assez facilement. Donc Snowflake Intelligence, on s'appuie encore une fois pleinement sur Snowflake. Donc les données sont gouvernées au sein de la plateforme et on bénéficie de toutes les fonctionnalités de monitoring des coûts ainsi que des fonctionnalités sur les rôles. On y reviendra, mais je pense que c'est deux questions majeures quand on s'intéresse à ce cas d'usage, c'est combien ça coûte et par ailleurs, est-ce que les utilisateurs ne vont pas pouvoir accéder à des données auxquelles ils n'ont pas le droit par le biais de cette plateforme? Bien non. Finalement, les rôles et les droits d'accès sont strictement les mêmes que lorsqu'on utilise Snowflake en tant que data, finalement. Donc ça veut dire que lorsqu'on interroge la plateforme, finalement, le modèle IA va générer du SQL sur des tables. Si l'utilisateur n'a pas les droits sur les tables en question, tables qui peuvent contenir des informations sensibles, eh ben, l'IA ne va pas générer du SQL qui va restituer ces données à terme. Donc, ça permet de garantir la sécurité de bout en bout. Comment on a structuré ça dans le temps? Premier objectif, c'est de bien comprendre le périmètre métier, qu'on soit sûr d'avoir bien cerné tous les aspects de notre cas d'usage ici. Donc, encore une fois, c'était infrastructure, maintenance industrielle. Donc, on a eu pas mal d'échanges avec notamment la personne en charge côté data, de bien identifier les données, mais je vais y revenir. Derrière,
donc on a travaillé l'implémentation d'un premier cas d'usage. Et par la suite, ça amène des phases de validation en interne. L'objectif, c'est évidemment de fournir un outil qui nous renvoie des données fiables, sinon on perd un peu de la valeur. Donc on a une phase de validation en interne et d'affinage de l'outil qui est assez facilité avec Snowflake. On va avoir l'occasion de le voir également. Et enfin, derrière, c'est de se projeter un peu et de se dire demain, de la même manière que celui-ci, on va savoir ajouter d'autres cas et en fait enrichir l'outil pour pouvoir se dire à terme, en fait, cette plateforme, elle va nous permettre non seulement de questionner ce sujet-là, mais d'autres, en fait, de sorte à centraliser finalement. Voilà, ça paraît assez évident. Aujourd'hui, la stack, c'est quoi chez eux? On s'appuie sur un cloud Azure, qui est finalement c'est une stack qui est relativement standard, j'ai envie de dire. Snowflake, bien sûr, et la restitution est faite via Power BI. Donc il y a un certain nombre de questions à se poser pour détailler un peu ce que j'ai évoqué avant. Il y a un certain nombre de questions à se poser sur chacun de ces aspects. Évidemment, on a besoin d'identifier les sources de données qui peuvent être structurées ou non structurées, hein, parce que ces données-là, on va savoir les ingérer dans Snowflake et s'appuyer dessus si on a besoin de les utiliser pour alimenter notre modèle. On a besoin quand même de au moins avoir une idée de la qualité des données, parce que vous venez de le voir avec la présentation de Martin, un vrai gros problème de qualité en amont, ça remet déjà en question la viabilité de l'outil. On a besoin aussi de savoir à quelle fréquence vont être mises à jour ces données. L'objectif, c'est quand même d'avoir une expérience assez simple, assez flexible de la plateforme. Si on est contraint par ce genre de choses de manière forte, ça peut remettre en question l'usage. Derrière, eh bien, on va rentrer encore un peu plus dans le détail. Le but, c'est d'identifier les informations qui sont le plus porteuses de sens. Des données, des tables, des colonnes, on en a plein. Le but, c'est pas d'essayer de tout mettre dans un modèle sémantique, ça marche pas comme ça. Le but, c'est de savoir précisément ce qui va nous amener les bonnes informations. On a besoin de comprendre aujourd'hui quel est l'usage qui est fait de ces données. Parce que l'IA, derrière, elle va nous amener des nouveaux cas de figure. Elle va savoir nous proposer des choses. Tout ça, c'est intéressant, mais lorsqu'on s'appuie sur des bases solides, donc ça veut dire qu'au préalable, on doit bien comprendre l'usage qui en est fait, s'assurer qu'on sait au moins reproduire ce comportement de manière fiable, et derrière, l'IA va pouvoir nous aider en fait à répondre à d'autres questions. C'est comme ça qu'on va constituer un socle solide sur lequel on va pouvoir amener des nouveaux cas d'usage. Oui. Et chez Getlink, c'est quelles équipes métiers qui a travaillé sur cette identification? En fait, c'est moi qui ai réalisé Spock. D'accord. Donc j'ai travaillé avec notamment une personne qui a été vraiment en charge de tous les développements sur alors c'était surtout sur la partie restitution, mais il se trouve que c'est une personne qui maîtrise à la fois les 5 nids, en charge de la restitution, mais qui travaille aussi sur Snowflake. Okay. Donc en fait, moi j'ai passé beaucoup de temps avec cette personne-là pour prendre les informations sur comment identifier les bonnes colonnes, lister les cas d'usage. Et aujourd'hui, on est en fait, je vous le montrais tout à l'heure, on n'a pas, je dirais pas qu'on en est à l'étape ajout de nouveaux cas d'usage, hein, c'est pas le cas encore, on n'a pas amené un nouveau cas d'usage. Au contraire, on est aujourd'hui toujours dans une phase de validation. L'idée, c'est de continuer à construire ça, de l'améliorer, d'y aller step by step comme ça. Ça sera plus intéressant quand j'arriverai à ce sujet-là tout à l'heure, où vous verrez la notion de feedback. Mais aujourd'hui, le but, c'est de dire, je vais prendre du feedback des autres utilisateurs, des gens qui sont pas forcément à la base de l'existant déjà, mais qui vont en avoir l'usage, par contre,
vont servir en fait de Snowflake Intelligence. Et eux, typiquement, qu'est-ce qui va se passer? Je fais un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'échanger après tout, hein. Donc n'hésitez pas. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, chaque personne va questionner l'outil à sa manière. Chaque personne va avoir des termes qui lui est propre. On va avoir des abréviations. Voilà, ça va se passer comme ça. Il y a des gens qui vont essayer de challenger l'outil, ils vont le tester, ils vont essayer de le mettre en échec. L'idée, c'est qu'on va pouvoir récolter tout ça et en fait s'appuyer là-dessus pour justement construire quelque chose de solide et de robuste derrière, quoi. Ça va se faire étape par étape avec une analyse assez fine de chacune des requêtes en fin de compte. Est-ce que ça répond à la question? Oui, en fait, ma question derrière, c'était est-ce que derrière, GetLink pourra se passer de vous et il y aura aussi un transfert de compétences pour que les équipes métiers sachent monter des projets comme ça? Ouais. Je veux pas trop en dire parce que ça va vraiment anticiper trop sur tout, mais c'est très pertinent et j'y reviendrai après. D'accord. J'y reviendrai après parce que c'est un très bon point. Oui. Et du coup, vous enregistrez toutes les requêtes qui sont faites. Oui. Du coup, vous les avez quelque part et vous les analysez. Absolument. Donc en fait, oui, d'accord. Et donc ça veut dire que les personnes qui font des requêtes, en fait, elle sait que sa requête va être analysée et va être. Oui. Et d'ailleurs, le but c'est justement de bien communiquer là-dessus parce que si l'utilisateur se rend compte que ça ne fonctionne pas, il doit justement se manifester, renseigner les bons champs pour dire là j'ai un problème, pour que nous on ait des données qualifiées derrière qui vont nous aider justement à rendre le modèle plus robuste. Donc c'est vraiment une démarche commune en fait. Et puis arriver à un stade de maturité suffisante, on n'aura plus forcément besoin de tout monitorer. Mais quoi qu'il en soit, certitude, c'est que toutes les requêtes qui sont faites sont de toute façon stockées dans Snowflake, quoi. C'est logué dans une table. Ça, c'est sûr. Bon, voilà, je pense que là, j'ai bien fait le tour. Alors, comment ça se matérialise? Je regarde un peu là, c'est bien. Comment ça se matérialise dans Snowflake? Alors, nous, on est là. En tout cas, là, il y a les utilisateurs. Et on va rentrer dans la plateforme par différentes manières. Il y a plusieurs interfaces. Donc là, je vous ai parlé de Snowflake Intelligence. Il n'y a pas que ça aujourd'hui en termes d'interface utilisateur. On a aussi ce qu'on appelle Snowsight. En fait, c'est l'interface pour les métiers de la data. Quand on se connecte sur Snowflake en tant que data engineer, on arrive sur ce qu'on appelle Snowsight. Mais on a aussi des outils en command line, des choses sur lesquelles on peut vraiment se focaliser sur le développement. Et on a aussi un outil qui s'appelle Streamlit, qui permet de faire des dashboards au sein de la plateforme. Donc, c'est un certain nombre d'interfaces qui sont possibles. Nous, on est là. Lorsqu'on tape notre requête, qu'est-ce qui se passe? On va faire intervenir un agent Cortex. Donc, Cortex, encore une fois, le framework, la librairie, le package IA de Snowflake, ça s'appelle Cortex, ça regroupe un certain nombre d'outils. Bien, l'agent va prendre notre requête. Cet agent dispose, lui, d'un certain nombre d'outils. Il a une boîte à outils avec des choses qu'on peut mettre dedans. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Nous, on est dans ce cas précis, Cortex Analyst. Cortex Analyst, qu'est-ce que c'est? C'est précisément l'outil qui permet de transformer une requête en langage naturel en requête SQL. Et donc, on s'appuie sur ça. Comment on construit, qu'est-ce qu'on donne, comment on alimente cette partie-là? Bien, c'est avec une couche sémantique, avec un modèle sémantique qu'on définit dans Snowflake. Et après, vous avez d'autres sujets. C'est pas forcément c'est pas forcément ce qu'on présente là aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il existe un cas d'usage qui peut être en fait une cible à moyen terme, je dirais, c'est d'être capable de réaliser tout ce process-là, mais directement via Teams, par exemple. Grâce à des intégrations qui sont faites, on a une possibilité d'intégrer
Snowflake dans Teams. Vous allez voir dans Teams, dans les packages que vous pouvez ajouter, il y en a un qui s'appelle Snowflake. Et derrière, ça permet de créer le lien pour poser ces questions directement ici et en fait faire fonctionner toute cette machine que je viens de décrire. Toute cette partie-là s'appuie, comme je le disais, sur les fondamentaux de Snowflake. Donc ici, on retrouve par exemple Airbag, c'est le Role-Based Access. Donc, je disais tout à l'heure, le droit d'accès et tout ça, on s'appuie bien là-dessus pour travailler sur l'implémentation de ce cas. Le modèle sémantique, vous allez voir, je vais vous montrer après l'interface dans Snowflake. Mais ici, je voulais remettre à plat vraiment les éléments centraux qui permettent de définir cette couche sémantique. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, ça reprend quand même. On est en train de parler de modélisation, on a des concepts sur lesquels on est potentiellement assez familier. On va retrouver la notion de dimension. La notion de dimension, c'est se dire j'ai un certain nombre de tables, je dois identifier dans ces tables, si ce n'est pas fait préalablement, potentiellement c'est le cas, je dois identifier quelles sont mes dimensions, mes axes d'analyse, sur lesquels je vais pouvoir réaliser des analyses par définition. On a la notion de, on a la notion de relation entre les tables ici. Donc, au moment où on implémente la couche sémantique, on va être capable de définir les relations qu'on peut avoir entre les tables. Donc, évidemment, on a des clés primaires, des clés étrangères, on sait faire le lien entre ces tables. On a la notion de fait, donc même titre que dimension, c'est souvent qu'on retrouve ensemble. Donc, on va spécifier quels sont les faits, quelles sont les valeurs qui vont potentiellement être agrégées. On peut lui indiquer comment. Ça, ce sont vraiment les éléments fondamentaux. C'est vraiment la première chose qu'on fait lorsqu'on a identifié les tables. Je referai un récap à la fin de tout le process, mais on a identifié les tables et derrière, ça va être vraiment une première étape de dire je sélectionne ces colonnes-là en tant que dimension, ces colonnes-là en tant que fait, ces colonnes-là en tant que. Il y a une notion de time dimension aussi, donc c'est la même chose mais au niveau temporel. Comme je le disais tout à l'heure, le but, c'est pas de fourrer tous les datasets en vrac et de tout mettre comme ça marche pas. Donc voilà, donc ça, fondamentaux. Derrière, on a des notions qui sont un peu plus spécifiques à modèle sémantique. Déjà, un élément très très important, c'est la notion de verified queries. Finalement, comment ça va se matérialiser? Ce sont des requêtes qu'on a testées, qu'on a validées, qu'on va donner au modèle sémantique de sorte à ce qu'il puisse s'appuyer là-dessus pour travailler, se dire OK, telle question correspond à telle requête, et l'objectif, ça va être d'en fournir un maximum pour commencer à alimenter le modèle. À partir de ça, on va voir qu'il va pouvoir faire plein de choses très intéressantes. J'avais pas parlé de la notion de métriques, mais c'est quelque chose qui est pareil, un peu arrangé à côté des notions de fait, dimension. Métriques, c'est finalement rien d'autre que nos KPI, la définition de nos KPI, comment on va prendre un fait, l'agréger, potentiellement une moyenne, un compte d'une certaine variable. Et enfin, on a la notion de custom instructions. En fait, ça, c'est une feature qui est particulièrement intéressante dans Snowflake. On sait rajouter en langage naturel, on va le voir juste après, des instructions à l'IA pour qu'elle puisse orienter un peu sa réflexion, sa manière de générer des choses. Je passe tout de suite au rendu dans Snowflake. Donc voilà, ici on est dans. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la vue directement dans Snowflake lorsque j'ai développé, et par contre, quand même renommer des choses. Le but, c'est pas de diffuser à tout le monde ce qu'on fait chez les clients. Donc j'ai renommé des champs, néanmoins ça reste l'interface qui permet d'implémenter ce modèle sémantique. Donc ici, c'est ce que je vous disais, on a custom instruction. Je vais lancer ma vidéo, c'est une vidéo. Hop. Et la plateforme se matérialise comme ça. Donc vous voyez que c'est. Alors on a plusieurs manières de le faire, ce modèle sémantique. On a la possibilité de le faire directement en SQL. Si on aime bien faire et plutôt que d'utiliser des interfaces, on peut le faire, pas de souci.
Si on préfère, on peut utiliser l'interface graphique, c'est quand même très pratique et très intuitif. On a des petites instructions, on va le voir. Et si on est vraiment le pro de la couche sémantique, bah, on a un petit bouton qui s'appelle Edit YAML. Là, je ne sais pas si vous voyez très bien mais c'est pas grave, je vais vous dire. Edit YAML, et là, on peut carrément rédiger le modèle sémantique en format YAML, donc en format descriptif. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas pour rien que c'est là, c'est qu'en fait, il y a des sujets Aujourd'hui, c'est un format qui est quand même propre à Snowflake. Hein, on est dans Snowflake. Voilà. Demain, le but, c'est que les formats de couches sémantiques, comme on les décrit, ça s'homogénéise en fait à travers les outils. Il y a des initiatives en cours aujourd'hui pour essayer de lisser un peu tout ça, faire en sorte que tous les outils n'aient pas leur propre implémentation de la sémantique. C'est quand même un peu embêtant. Bah, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est aussi capable d'importer des modèles sémantiques de l'extérieur et ensuite de les importer là-dedans. Et donc, plutôt que de le rédiger directement par ce biais-là, on peut très bien en importer. Voilà. Donc, je vais avancer un peu. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc, en fait, la notion d'instruction custom, c'est par exemple, ici, on a un exemple, c'est Q1 begins in Feb. Donc, en fait, le premier trimestre débute en février. C'est ce genre d'informations qu'on va pouvoir renseigner en langage naturel pour finalement fixer des règles assez macro au modèle. Donc, c'est une fonctionnalité que je trouve assez intéressante. Il faut être assez vigilant quand on l'utilise parce que ça a une portée qui est globale. Il faut que ça soit du coup des instructions qui vont s'appliquer de manière générale parce que évidemment on a des complexités, on a des cas, on a des filtres, on veut que ça soit là mais pas là, etc. C'est pas l'endroit pour implémenter ce genre de choses. Malgré tout, ça nous permet de spécifier facilement parce que mine de rien on est quand même, j'insiste, hein, mais on est vraiment en train de donner des instructions au modèle en langage naturel. On est vraiment dans cette expérience d'IA et voilà, quand on prend des IA, on peut derrière, on sait qu'il y a des fichiers de configuration qui sont utilisés pour justement formater les sorties, etc. Mais on est un peu dans ce genre d'expérience, donc ça mérite d'être là et d'être assez performant, je trouve. Derrière, on a donc cette notion de logical tables. C'est rien d'autre que la matérialisation dans la couche sémantique de nos tables qui sont dans les bases de données. Donc ici, on retrouve ce que j'ai mentionné, c'est les dimensions, les time dimensions, les faits. On a une notion de names filters. On peut dire, bon, bah ça, tu vas tout le temps me filtrer comme ça, parce que, par exemple, ici, je suis sur des work orders. J'ai la notion de work order préventif ou correctif. Donc, les équipes vont intervenir de manière préventive ou corrective. Si je le souhaite, je peux spécifier ici qu'il doit utiliser des filtres systématiquement. Et après, on a la notion de métrique. On peut avancer là-dessus. Hop, voilà. Et quand on descend, on retrouve cette notion de relationships. Ici, on a une notion de métrique aussi qui nous permettent de spécifier si on veut construire des KPIs qui font intervenir plusieurs tables. On peut lui dire, bah, tu me prends cette donnée-là qui est là, cette donnée-là qui est là, tu les mélanges, tu en fais une somme. C'est un indicateur supplémentaire. Et ici, j'ai spécifié des relations entre les tables pour donner de la cohérence à mon modèle. Aujourd'hui, là, j'ai importé j'ai importé 5 tables et j'ai 3 relations déjà qui vont lier ces tables-là, un certain nombre de tables, et donner de la cohérence à l'ensemble. J'ai pas forcément zoomé sur chaque menu, chaque détail voilà. Mais en fait, à chaque fois que vous avez ça, vous avez un petit bouton Edit ici dans lequel vous pouvez changer les noms, spécifier le type de relation. Et si on va dans les dimensions aussi, c'est là où on va retrouver la capacité à définir par exemple des synonymes. Synonymes, ça va être hyper intéressant au moment où en fait on va avoir des dimensions qui vont être beaucoup utilisées dans les questions et où typiquement le métier, lui, il va avoir son propre langage, quoi. Donc là, le but, ça va être de nourrir le modèle en lui ajoutant les synonymes qu'on aura pu identifier à partir des échanges avec le métier.
pour dire, bah, en fait, quand je pose la question à Snowflake Intelligence avec mon vocabulaire métier, le modèle, il sait ce dont on parle, il ne se trompe pas. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir continuer à enrichir. Et la dernière partie, sur le modèle sémantique, bah, eh bien, ce sont les requêtes vérifiées ici. Donc, on a une liste qui est là. Ça, ce sont plein de requêtes que moi, j'ai renseignées, du coup. Là, c'est un petit point aussi, c'est en français. Snowflake, à la base, lui, il est, nativement, il est à l'aise avec l'anglais, mais il n'y a aucun problème pour l'utiliser en français. On n'a pas de blocage ou de restriction à ce niveau-là. Donc ici, tout est fait en français et lui, après, il s'occupe de traduire à la volée. Et là, on a bien une instruction qui nous dit ajoutez-en autant que possible. Le but, c'est d'améliorer la précision, de réduire les temps d'attente et donc de générer de meilleures suggestions parce que un point intéressant que j'avais pas forcément mentionné, je le gardais un peu pour la suite, c'est ce qu'on voit ici. Là, les suggestions. Une fois qu'on a commencé à créer un modèle sémantique un peu conséquent et qui commence à avoir de la matière, il va commencer à faire quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il va nous générer des suggestions de questions et de fait des requêtes SQL qui vont avec. Et donc là, le jeu, ça va plus être le même. Le but, ça va être que nous, on valide que les réponses aux questions qu'il a lui-même générées sont correctes, en fait. Alors que jusque-là, on lui donnait des exemples. Donc moi, quand je pose une question et que je mets une requête SQL en face, bah, c'est moi qui ai travaillé à m'assurer que ma requête SQL, elle était correcte, elle me donnait le bon résultat. Là, maintenant, c'est plus moi qui fais ça, c'est directement Snowflake. Il va me générer plein de questions, des questions que je me suis peut-être même pas posées, qui sont peut-être même pas encore à l'origine d'un KPI aujourd'hui, qui sont peut-être même pas dignes d'intérêt d'ailleurs, parce que en fait, lui, il sait pas forcément. Là-dedans, il y a probablement des choses qui vont pas nous intéresser. Malgré tout, en fait, le but, ça va être de pouvoir continuer à consolider notre modèle en utilisant ça. Et donc, ça va engendrer plein d'autres questions, de se dire, bah tiens, peut-être qu'on n'avait pas pensé à monitorer ça, c'est intéressant comment il l'a fait. En fait, toute cette démarche, c'est pas seulement implémenter un cas d'usage IA, c'est aussi challenger notre donnée finalement. Challenger la modélisation qu'il y a derrière, la qualité. C'est vraiment de ça dont on parle. Hein. Ça fait. C'est de nouveau pour m'appuyer sur ce qui a été mentionné avant, mais on est vraiment dans ce sujet. Moi, j'aurais Oui, une question. bien sûr. Du coup, si on a différents bureaux avec différentes langues, tu vois, anglais, français, espagnol, ça va s'adapter ou il faut refaire à chaque fois le travail ici? Non, en fait, je pense que dans tous les cas, il y a une étape qui va remettre tout retraduire à la volée. Donc, ça veut dire que là, je vois, c'est comment. bah voilà, donc en fait, alors ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'ai tout fait en anglais, en l'occurrence, parce que bah moi, j'ai l'habitude de le faire plutôt comme ça, étant donné que les outils qu'on manipule au quotidien, tout est en anglais. Et après, je me suis dit, bah tiens, peut-être que le métier serait plus à l'aise. En l'occurrence, on est chez Eurotunnel, donc la question se pose vraiment. Il y a les deux côtés, donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, quand j'ai posté les questions, j'ai commencé en anglais. J'ai eu des réponses pertinentes. Hein. De toute façon, derrière, c'est du SQL. Enfin, je dis ça, mais il y a quand même une interprétation de la question, évidemment. Et je l'ai fait en français dans la foulée. En fait, entre le moment où j'ai été en anglais et en français, j'ai rien fait d'autre que de traduire. Il n'y a pas de configuration, pas de choses à modifier. Donc, ça a été totalement transparent. Voilà. Je ne dis pas que le support va être le même sur toutes les langues. Aujourd'hui, anglais-français, c'est clairement bien supporté. Les modèles, souvent, ils sont capables de générer tout ça. Espagnol, à mon avis, c'est aussi quelque chose qui ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Je pense qu'à un moment, si on arrive sur des langues qui sont peut-être moins supportées par les modèles et compagnie, ça peut devenir un sujet, par contre. Ouais. Et donc là, ici, on a un petit onglet Playground qui nous permet de poser directement nos questions, de tester le modèle au fur et à mesure qu'on le développe, en fait. Moi, je suis là, je travaille sur mes requêtes, je les renseigne, etc. Et après, je clique sur Playground et là, je tape mes questions.
et je regarde le modèle me générer des suggestions, enfin des réponses du SQL, etc. Mais on n'est pas dans l'expérience Snowflake Intelligence. Là, on est vraiment dans la partie dev. Qu'en fait, il ne va pas nous générer. Tout à l'heure, on l'a vu dans la première vidéo. Il y a une phase de réflexion et après, il me génère une phrase où il me dit il y a 239 work orders préventifs qui sont ouverts à date. Là, il ne fait pas ça. Là il génère du SQL et une sortie, un tableau, une valeur, c'est tout. Le but, c'est de développer, c'est pas de prompter un truc. Voilà. Et juste pour finir, petit détail ici, dans Snowflake, ici on a toujours le rôle et le warehouse. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, warehouse, si tout le monde n'est pas familier avec cette notion-là, warehouse, ça désigne les ressources de calcul dans Snowflake. Donc un warehouse, souvent, il est dédié à un usage bien spécifique. On va avoir un warehouse pour la prod, un warehouse pour le dev, un warehouse peut-être pour du read-only. Bah là, on a un warehouse, ça va être le modèle sémantique. Et c'est comme ça, c'est sur ce warehouse derrière qu'on va pouvoir fixer des limites, on va pouvoir monitorer les coûts. Et c'est comme ça que finalement, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, c'est comme ça qu'à la fin, on va s'assurer qu'on contrôle bien les coûts sur l'usage qui est fait derrière avec Snowflake Intelligence. Sachant que il y a aussi d'autres coûts sur lesquels on n'a pas forcément la main, qui sont gérés par Snowflake directement, quoi. Les coûts côté cloud. Et du coup, on peut déterminer un nombre de questions par utilisateur. Enfin, tu vois, On ou va alors pas. c'est au global. Ouais, c'est plutôt global. On n'a pas forcément. Enfin, en fait, Tu vois, il peut y avoir différents services. On peut mettre ouais, ça, complètement, bien sûr. En fait, ce qu'on va savoir faire, c'est identifier précisément, par exemple, tel utilisateur dépend de tel département. Ouais. Et on va avoir toute une notion de tag. On va dire, bah, telle requête, ça correspond à tel user, ça correspond à tel département. Et en termes de monitoring, ça va bien se passer. Il faut que j'avance là. Pardon. Mais par contre, effectivement, pour la gestion des coûts, sinon, ça va être plus global. Ouais, absolument. Hop. Ah oui, donc là, on a notre modèle sémantique, il est prêt. On est capable on peut commencer à l'utiliser. De toute façon, on va continuer à l'optimiser dans le temps. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment ajouter l'agent dans Snowflake Intelligence. Comment créer notre agent. Donc là, je reviens un peu en arrière. Là, je suis dans la partie AI et Machine Learning sur Snowflake. Et je vais aller dans les agents. L'agent, ça va être le composant utilisé dans Snowflake Intelligence, dans la plateforme à la ChatGPT. Et cet agent, lui, va utiliser mon modèle sémantique. On voit ici aussi la partie document de processing playground. Je fais le teaser pour l'atelier qui est juste après. Ça va se passer là et on va parler de comment on ingère des images et compagnie. Et donc, on va rentrer dans la partie agent. On a ici un agent que j'ai défini. Donc, on va aller à l'intérieur. Et donc là, j'ai mon agent, il est créé. Donc, j'ai une petite rubrique Snowflake Intelligence où il y a plein de choses ici, mais on va surtout se focaliser sur comment on ajoute l'outil. Donc, je vais lui dire, hop, la vidéo s'est remise au début. Je vais la laisser rouler un peu. Est allé trop loin. Non, c'est bien ça. Donc, vous voyez, là, j'ai un outil, j'ai une rubrique outils. Je parlais de boîte à outils tout à l'heure. Et on voit la Cortex Analyst, je lui ai passé mon modèle sémantique. Donc là, le lien est fait entre modèle sémantique et agent. Et ici, on a aussi tous les autres outils qu'on pourrait potentiellement plugger sur l'agent. En fait, là, moi, le mien, il va juste, entre guillemets, répondre à des questions sur des work orders. Mais si je veux, je peux lui plugger d'autres outils pour faire des recherches plus avancées sur des documents non structurés. Je peux aussi lui donner des outils pour faire des actions, par exemple envoyer des mails, etc. Voilà. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, donc là, je vous en parlais tout à l'heure.
c'est la partie en fait collecte des requêtes. Ben, on a une interface comme ça, c'est un simple tableau. On est dans la partie monitoring, on l'a peut-être pas vu tout à l'heure, mais en fait, l'onglet ici, c'est la vue que je vous ai présentée pour les modèles sémantiques. Et à côté, on a un onglet monitoring, on voit toutes les requêtes qui ont été faites. Et là où c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est la colonne feedback ici. Ben, on a un petit pouce qui nous dit c'est OK, c'est pas OK. Et on a le feedback qui va avec. Il nous dit bah, là, ma requête, ça n'a pas marché parce que je pense que donc c'est à destination de l'utilisateur averti, des gens qui savent faire du SQL en l'occurrence. Aujourd'hui, c'est avec ces profils-là qu'on travaille avant de travailler particulièrement. Enfin, on peut aussi travailler avec le métier, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'au niveau du feedback, c'est que ce soit quand même des interlocuteurs qui puissent donner un feedback pertinent, et notamment sur le SQL. Bah là, ils vont nous dire, bah là, j'ai vu qu'il s'est planté sur tel filtre. Peut-être un sujet avec le vocabulaire, en fait. Donc, peut-être il va régénérer une autre question. Il va se dire, bah oui, là, je l'ai fait comme ça marche mieux. OK. Donc là, ce qu'on fait, c'est on prend tout ça, on va le mettre dans... Enfin, on retourne sur notre modèle sémantique, on rajoute les synonymes qui vont bien, et ça avance comme ça, quoi. Et du coup, tu as la chaîne, par exemple, tu vois, s'il y a une question et ça génère 4 échanges derrière, en Ouais. fait, tu as la chaîne Oui, en fait, ici, je l'ai masqué, mais on s'est retrouvé l'utilisateur qui a fait les requêtes, et on a le timestamp qui est là. Donc, on s'est retrouvé, voilà. Et potentiellement, ici, j'ai des requêtes. Si je cherche un peu plus dans les données du système, je vais retrouver une session, etc., dans Snowflake. Donc, je saurais refaire le lien entre une session de requête, pour peu que je requête un peu dans les métadonnées de Snowflake. Bah justement, c'est une table, parce que dans Snowflake, tout est une table, tout est fait en SQL. Donc j'ai ma table ici, et si je veux, là j'ai pas forcément la démo ici, mais en l'occurrence j'ai utilisé petit onglet bleu que vous voyez là, c'est le Cortex Code, donc, parce que maintenant tout le monde a une plateforme code pour avoir un assistant, un assistant qui nous aide à développer. Bah là je lui ai demandé de me faire un petit dashboard sur ça. Il a généré un dashboard en Streamlit, il faudra que je le... C'est un test, mais j'ai pas pris le temps de l'inclure là. Et donc ici, on va avoir, en fait, on va savoir monitorer l'usage de notre plateforme, les feedbacks, est-ce qu'on est en train de s'améliorer, de pas s'améliorer. Et on a vraiment ce côté monitoring, c'est quand même assez essentiel dans le... Bon, bah, ça fait déjà un bon moment que je vous parle. Je vais conclure, parce que sinon ça va foutre en l'air le planning. Mais en tout cas, n'hésitez pas, on va avoir un temps de pause là, donc on peut continuer la discussion, il n'y a pas de souci. C'est quoi les défis finalement qu'on retrouve dans tout ça? Bah, l'adoption des utilisateurs, c'est un vrai enjeu. Le vrai gros enjeu de ça, c'est de dire les utilisateurs, il faut qu'ils aient confiance dans l'outil, sinon ils ne vont pas l'utiliser, tout simplement. Donc être super vigilant là-dessus. Je pense même quitte à restreindre le périmètre dans un premier temps, mais au moins de garantir de la fiabilité, quoi. Cadrer bien l'utilisation parce que quand on met entre les mains ce genre d'outil au métier, bah, il a envie de jouer avec, donc il va peut-être faire n'importe quoi, mettre plein de requêtes, essayer de le mettre en échec à tout prix, donc ça, faut quand même le cadrer parce que c'est un coût derrière. La préparation des données, c'est peut-être le point le plus essentiel. Encore une fois, il y a toute une notion de modélisation derrière, une notion de qualité. Si on n'a pas ça, on n'a pas de modèle sémantique, on n'a pas d'IA, on n'a pas de cas d'usage, quoi. Donc hyper important. Et fiabilité de l'IA générative, ça fait peut-être un peu redondant, mais derrière, il ne faut pas que notre IA elle hallucine, il ne faut pas qu'elle se permette de faire un peu n'importe quoi. Donc il y a quand même un cadrage à donner. C'est un peu pour rebondir sur la notion de scope. On n'a pas, enfin, peut-être dans un premier temps, elle ne va pas répondre à tous nos cas, etc. Mais on veut avoir une fiabilité maximum. C'est un enjeu hyper important. Bon, j'ai parlé déjà pas mal des coûts et des rôles, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Enfin, bah, ce qu'on voit finalement, c'est qu'aujourd'hui, l'implémentation, le côté technique de créer un tel outil, c'est pas vraiment ça le sujet en fait. On voit qu'on a une interface graphique qui est hyper simple d'accès. La seule compétence requise derrière, c'est du SQL là, finalement dans tout ce que j'ai fait. Et donc le vrai enjeu, c'est la qualité et la gouvernance des données en fait. C'est vraiment ça le gros sujet, c'est de se dire
Parce que là, évidemment, moi, j'ai testé ça et c'était pas, toutes les données n'étaient pas super clean, prêtes à l'emploi. Il a fallu un peu retravailler tout ça, évidemment, c'est normal. Mais le vrai sujet, c'est de dire, mes données sont bien gouvernées au bon endroit, mes définitions de métriques, elles sont pas là, partout. Il faut aller tout rechercher, tout recentraliser parce que c'est le travail qu'on fait et c'est le travail nécessaire au préalable pour savoir déployer facilement ce genre de cas d'usage, quoi. J'ai envie de dire, de manière très théorique, si tout est déjà bien cadré en amont, en fait, ça devient hyper rapide de prendre. Je sais exactement ce que j'ai besoin de prendre, où, et je peux l'intégrer facilement dans mon modèle sémantique et utiliser ce genre de cas.